Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur les antennes du groupe Label Média, composé, comme vous le savez, de Label Radio, de Sunu Label, votre chaîne, la chaîne au cœur du Sénégal, et de Label Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, dans cette émission, le Talk, nous avons décidé de parler de l'image que dégage un pays à l'extérieur. Et nous avons un invité de marque. Nous sommes très honorés de nous retrouver en compagnie de Monsieur Seydina Oumar Sy, qui a été ministre pendant un bon moment, ministre des Affaires étrangères au Sénégal. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir et merci beaucoup de votre invitation. Ah, c'est nous qui vous disons merci de nous recevoir. Oui, vous êtes bienvenue ici. Oui. Alors, nous sommes avec vous pour parler de l'image qu'un pays peut dégager et nous allons nous servir de votre expérience. Mais pour commencer, nous avons besoin de savoir, on sait que vous êtes bien connu au niveau du Sénégal, mais les jeunes générations et puis les autres de certains pays africains peut-être ne vous ont pas connu, n'ont pas connu vos actions et donc ce serait peut-être l'occasion pour vous connaître mieux et pour nous dire comment est-ce que vous êtes entré aux affaires étrangères. Vous avez commencé avec le président Senghor. Non, c'est avec le président Senghor, effectivement, mais c'est la première promotion de des Sénégalais qui voulaient s'engager dans la carrière diplomatique. Donc, je fais partie de la première promotion diplomatique du Sénégal qui s'appelait au début EFAM, École fédérale du Mali, et puis ensuite qui s'est appelée ENAS, École nationale d'administration du Sénégal, et puis qui est devenue à un moment donné ENAM, parce qu'on a ajouté la magistrature. Ouais. Donc, je fais partie de la première promotion de diplomate de carrière du Sénégal et par la grâce de Dieu, j'étais aussi le major. Ah, en tout cas, félicitations. Et donc, nous sommes bien tombés. C'était en quelle année déjà, la formation? Voilà, c'était en 62-63. Ah. Et après, on a fait notre stage, moi, en Italie, à Rome, à Gênes et à Milan, et mes autres collègues plutôt en Allemagne. Okay. Et ça consiste à quoi, une formation en diplomatie? Eh bien, d'abord, c'est une branche importante des relations d'un pays avec les autres pays. Et on nous a enseigné que nous étions formés pour représenter nos États, en particulier le chef de l'État. Quand vous êtes envoyé quelque part en poste, on vous remet ce qu'on appelle les lettres de créance. Dans les lettres de créance, il est dit, celui que je vous envoie, mettons, pour mon cas, Seydina Oumar Sy, a toute ma confiance. Et je vous recommande de le traiter avec tous les égards. Avec tous les égards. Ouais. Et de vous rendre compte que tout ce qu'il dit, il le dit à mon nom. Donc, le premier devoir d'un diplomate, c'est la représentation. Représentation de l'État et du premier de l'État, le chef de l'État. Ah ouais. Donc, c'est un peu sa première mission. On nous apprend aussi que dans cette carrière dans laquelle nous nous engageons, notre devoir sera d'être armés pour des négociations. Parce que dans la diplomatie, il n'y a pas d'amitié. Je
C'est De Gaulle qui disait, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, vous devez apprendre à négocier pour défendre les intérêts de votre pays et développer en même temps les bonnes relations avec le pays dans lequel vous êtes accrédité. Et c'est la troisième fonction du diplomate, promouvoir la coopération, la bonne entente. Et on nous dit aussi, vous devez protéger vos nationaux qui sont dans le pays d'accueil. Ils doivent voir en vous le représentant du chef de l'État, donc un homme capable de vous défendre pour vos problèmes particuliers. Et enfin, la cinquième forme de votre action dans la diplomatie, c'est l'information. Vous devez informer votre gouvernement de ce qui se passe dans le pays d'accueil et également essayer d'informer le pays d'accueil le mieux possible des intentions et de la politique de paix poursuivie par votre État. C'est les 5 fonctions d'un diplomate et j'ai la chance de faire partie de cette formation et bon, et comme je vous l'ai dit, d'avoir pu terminer comme major. Très bien, en tout cas nous sommes heureux de le savoir. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour pouvoir rentrer, pour pouvoir faire des études de diplomatie? Enfin, comme je vous ai dit, j'étais avec quelques éminents collègues, dont ma chère amie Claude Absa Diallo et Feu Barka Diarra, pardon. Nous sommes entrés parce que c'était une page nouvelle qui s'ouvrait au Sénégal indépendant. Et ça nous a tenté de pouvoir participer à faire mieux connaître le Sénégal et à avoir une diplomatie dynamique. Il faut dire donc qu'avant notre arrivée sur la scène, il y avait des éminents Sénégalais qui étaient nommés ambassadeurs parce que durant la période précoloniale, ils étaient des personnes très distinguées et je ne veux en nommer que quelques-uns, Boissier Panin, André Guillabert, Ousmane Socé Diop, Seydine Loum, et j'en passe, et Tim Momar Gueye, qui était un monument à Bruxelles. Donc, c'est des personnes qui étaient connues pour leur connaissance profonde des choses de la vie et des relations internationales. Et c'est à ce titre que les premiers ambassadeurs, qui n'étaient pas des diplomates de carrière, ont contribué à bâtir ce qui est aujourd'hui la réputation de la diplomatie sénégalaise. Je n'oublie pas, bien entendu, mon maître, celui qui m'a formé, le ministre Doutcham, Feu Doutcha. Ouais. Alors, vous disposez de qualités particulières. Faut-il disposer d'un certain nombre de qualités pour pouvoir suivre des études de diplomatie? C'est possible aussi. Si oui, lesquelles? Je ne sais pas s'il faut avoir ça avant, mais dans la pratique, le métier vous apprend qu'il faut avoir l'écoute des gens. Il faut écouter les gens et il faut être patient parce que les négociations ne se concluent pas en 1 heure. Et parfois même, ça se conclut aux aurores
quand tout le monde est un peu fatigué. Et c'est là que les compromis sont trouvés. Comme disait Senghor, compromis sans compromission. Alors, monsieur le ministre, il y a des termes qu'on a envie de connaître davantage. Ce sont des termes qu'on utilise tous les jours, mais bon, on a besoin de savoir c'est quoi la différence, par exemple, entre les affaires étrangères et les relations extérieures. Dans certains pays, bon, ben, on choisit une dénomination, dans d'autres, l'autre. Ouais, vous l'avez bien dit, dans certains pays, on dit ministère des Affaires étrangères, parce qu'au fond, les premiers qui ont envoyé, c'était des pays anglophones, on disait Foreign Office. Ouais. Et ensuite, on a eu Minister of External Affairs. Mais c'est la même chose, grosso modo. Et si on veut trouver une différence, c'est que avant, nous avions le monopole pratiquement des négociations et nous avions le monopole des relations avec les pays étrangers. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Ouais. Maintenant, avec la modernité, maintenant avec la complexité des affaires, un ministre du tourisme fait de la diplomatie. Ouais. Un ministre du commerce, avec l'OMC, défend aussi les positions du Sénégal. Donc nous n'avons plus l'exclusivité des relations avec l'extérieur, mais j'ai la faiblesse de penser que la façon de conduire les choses, la façon de négocier, les autres ministres doivent être à notre écoute. Alors, comme il s'agit de parler avec l'extérieur, êtes-vous obligé de pratiquer plusieurs langues? Tout à l'heure, vous avez traduit relations extérieures par Foreign Office. Et donc, vous êtes obligé de parler notamment l'anglais? C'est un avantage. Ouais. C'est un avantage, surtout l'anglais. C'est un avantage maintenant l'arabe, l'espagnol. Mais c'est pas obligatoire. Ouais. Mais ça sert. Mais ça sert. Ouais. Sinon, alors, si vous parlez d'anecdotes, ouais. À un moment donné de notre histoire, nous avons eu des difficultés avec notre voisin, la Mauritanie. Et au début, j'ai trouvé une situation où les autres pays, de toute bonne foi, pensaient que le Sénégal avait émis des prétentions sur une portion du territoire mauritanien. C'est pour vous dire aussi l'importance des langues. Quand j'ai demandé à rencontrer les ministres de la sous-région, j'ai commencé par le malien. Et je ne lui ai parlé ni français ni anglais, je lui ai parlé bambara. Ah. Parce que je suis né là-bas. Ah ouais. Et ça a déridé la situation. Tout de suite. Tout de suite. Et ça a permis de renverser la tendance qui était à cette époque défavorable au Sénégal. Donc vous voyez que posséder plusieurs langues est une bonne chose. Ouais. Et ça, c'est pourquoi d'ailleurs les journalistes que vous êtes, quand j'étais à Bruxelles, où j'ai fait 15 ans comme ambassadeur, ils m'appelaient Lord Si, mais CE. Ils écrivaient Lord Si, CEE. Donc, bon, ça veut dire que certainement dans leur appréciation bienveillante, ils me donnaient une certaine honorabilité. Et ensuite, ils ont bien combiné Si et CEE, ouais. qui peut se prononcer en anglais Si. Ouais.
la communauté économique économique européenne. Ouais. Alors, est-ce que, comme on parle de dénomination de nom, est-ce que certains ne vous ont pas transmis un autre surnom, SOS, puisque... jusqu'à présent. Puisque votre nom... jusqu'à présent. Ah bon? Jusqu'à présent. Si c'est pour sauver, tant mieux. Hein? Mais c'est pas, si c'est pour laisser noyer, non. Mais enfin, on m'appelle SOS aussi. SOS, ouais. Pour dire Seydina Oumar Sy. Exactement. Ouais. Ok. Et depuis combien de temps vous avez été... quand est-ce que vous avez été nommé ministre des Affaires étrangères? C'est curieux, hein? Les gens pensent que j'ai fait une éternité là-bas. Je n'ai fait qu'un an, un mois là-bas. Parce que le contexte politique sénégalais avait fait que quelqu'un ne voulait pas de moi dans le gouvernement. Il était très proche du président et je suis parti du gouvernement. Mais je n'ai fait qu'un an et demi. En tant que ministre? Un an et un mois. Non, mais en tant que ministre du Commerce, oui. J'ai fait déjà 2 ans. Et là encore, je suis tombé sur le conflit avec la Mauritanie. Parce que j'ai été nommé en 88 et le conflit avec la Mauritanie a débuté en avril 89. Alors, on a envie de comprendre. Première nomination en tant que ministre, c'était... Commerce. Au ministère du Commerce. Commerce. Ah, d'accord. Ouais. Vous êtes resté combien de temps, s'il vous plaît? 2 ans. 2 ans. 2 ans, et comme je vous dis, on a supprimé le ministère du Commerce pour me nommer au ministère des Affaires étrangères. Et encore ça me permet peut-être de faire une divagation. Nous étions déjà sous ce qu'on appelle l'ajustement structurel. Depuis déjà 1978. Et comme je vous l'expliquais, offshore, les problèmes que nous avons en ce moment au Sénégal sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la santé et un peu du commerce, viennent de cette période-là? De cette période-là. Parce que l'accord que nous avions signé avec les institutions de Bretton Woods disait qu'il fallait carrément sacrifier l'enseignement et la santé, qui n'étaient pas rentables. Et comme moi, quand je suis venu, j'ai prôné le consommer Sénégal, et que eux disaient non, il ne faut pas du tout, qu'est-ce qu'ils disaient, subventionner. Au contraire, il faut faire la vérité des prix et tout ça. Donc, je me trompe peut-être, mais j'en ai la profonde conviction jusqu'à aujourd'hui que cet accord d'ajustement structurel a été et reste négatif, et que nos relations avec les institutions de Bretton Woods ont besoin d'être revisitées de fond en comble. Ouais. En tout cas, moi je l'entends pas pour la première fois, et ces programmes d'ajustement structurel ont dû déglinguer quelque peu le fonctionnement de nos pays. Ça faisait de nos pays des souks pour acheter les produits venant principalement de l'Europe pour ce qui nous concerne, et des pays qui étaient condamnés à ne pas s'industrialiser. Il y a un jeune ministre, comment il s'appelle, je crois, Gakou, ou quelque chose comme ça, qui a préféré quitter le gouvernement plutôt que d'assister à la désindustrialisation du Sénégal. Donc, il faut revoir ça. C'est difficile à appliquer, mais pour le moment, je reste convaincu que ce que le Premier ministre de Malaisie avait dit reste vrai. Il a mis au défi quiconque qui prouve qu'avec les recettes du FMI et de la Banque mondiale,
nous pouvons décoller. C'est pas vrai. Nous ne décollerons pas tant que nos commerces intra-africains seront à 5%, 6%, 7%. Nous ne décollerons pas tant que la solidarité africaine ne sera pas une réalité. Nous ne décollerons pas tant que la paix et la sécurité ne seront pas garanties en Afrique. Alors, je m'engouffre dans le passage que vous avez ouvert. On parle beaucoup depuis quelques années de l'AZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Cela représente un espoir, mais quel type d'espoir quand on sait que les pays africains ne sont pas industrialisés, donc ne produisent pas, sont encore des pays qui ne font que vendre de la matière première. Faut pas désespérer, hein. La communauté, ce qui est UEE en ce moment, quand elle a commencé, elle n'avait que deux politiques communes. La politique agricole commune et la politique au développement. Il n'y avait que ces deux politiques. Ça a pris du temps, le temps qu'il a fallu. Et il a fallu arriver à le président Delors pour avoir la monnaie commune et tout ça. Et si les Africains, les gouvernants africains ont la volonté de faire, ils peuvent y parvenir. Mais attention, il y a des risques. Hein. Quand Kadhafi, Kadhafi a voulu avoir une ambition pour l'Afrique, une monnaie pour l'Afrique et une banque centrale pour l'Afrique, il a été simplement liquidé. C'est ça la vérité. Et pourtant, celui qui l'a liquidé, quelque temps avant, l'avait reçu en grande pompe en France. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Notre indépendance ne nous sera pas donnée. Nous devrons combattre pour y arriver. Et pour y arriver, nous devrons être unis. Et tout le problème est là. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui quand vous regardez, nous sommes passés en Afrique de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, en 1963, depuis quelques années, à l'UA, l'Union africaine. Changement cosmétique pour moi. C'est il n'y a que l'appellation qui a changé. Il n'y a pas eu évolution Même pour construire son siège, il a fallu faire appel à la Chine. Vous pensez que c'est bien ça? Non. Alors, et nous étalons nos divergences dans nos organisations continentales ou régionales plutôt que notre solidarité. Ça provient de quoi, dans la mesure où tout le monde sait que si on est unis, les choses vont aller beaucoup mieux? Eh bien... Un manque de leadership des dirigeants africains? Non, il y a des leaders. Il y a des leaders. Il y a des leaders qui font... Manque de patriotisme, si on peut parler comme ça? Il n'y a pas ce sentiment. Vous verrez les constitutions africaines. Rares sont les constitutions comme la constitution sénégalaise qui écrit noir sur blanc que le Sénégal est prêt à renoncer à une partie de sa souveraineté pour faire l'unité africaine. Les autres, vous ne trouverez pas ça. Hein. Et ma première visite en tant que jeune diplomate, c'était en Centrafrique. Et le président était David Dacko. Ouais. Et j'étais chargé d'accompagner le ministre Mamoudou Ibrawan. Et ce que vous trouvez à la porte du bureau de David Dacko, c'est Centrafrique d'abord. C'est ce qui m'a d'abord choqué. Centrafrique d'abord. Et on voit jusqu'à présent, s'il y a encore des progrès en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il n'y a pas du tout une volonté de vie commune. C'est ça la vérité. Regardez le Rwanda. Il y a pourtant la CEMAC et puis la CEMAC. La CEAC. Oui, mais quel est son pouvoir? Quels sont les pouvoirs de ces institutions?
Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour empêcher ces cloisonnements sur le plan économique, politique, social, et pour faire avancer l'unité de l'Afrique centrale, qui est quand même potentiellement extrêmement riche. Extrêmement riche. Et peut-être ceci explique cela. Tellement riche que les prédateurs... Exactement. Ouais. Exactement. Mais tous ces pays africains n'ont pas de carapace face... la carapace, ce serait l'union, justement, dont vous parliez. C'est ça. Mais il faut des panafricanistes sincères, pas des gens qui en font des fonds de commerce. Des slogans. Pas des slogans. Mais des panafricanistes qui ont une vision lointaine et qui sont disposés à travailler ensemble et à accepter les sacrifices qu'il faut pour ça. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, il faut bien savoir ça. L'unité africaine ne doit pas être seulement qu'un slogan. C'est quelque chose qu'on travaille de jour en jour par les intérêts communs. Je vous ai parlé au début des tensions qui ont existé entre la Mauritanie et le Sénégal. S'il n'y avait pas l'OMES, je ne sais pas si on n'aurait pas été jusqu'au clash. Mais malgré la tension, l'OMES a toujours continué à fonctionner. Parce que la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et maintenant la Guinée, ils trouvent leur intérêt. Et ça, je pense, c'est un exemple qu'il faut méditer et qu'il faut suivre. Alors, j'ai envie de savoir quelle est votre position concernant l'Afrique. Est-ce qu'on va aller dans la constitution d'entités sous-régionales et puis ensuite à une unité, ou bien cette unité peut se faire de façon disparate? Moi, je suis un senghoriste. Là, nous avons la CEDEAO. Je suis un senghoriste et c'était l'approche de Senghor. Oui. Et aller du plus petit au plus grand. La Sénégambie, la CEAO, la CEDEAO, la CEMAC, la CEAC, le truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Union. La SADC. La SADC, exactement. Dans la partie australe. Exact, partie australe. Ouais. Je crois qu'il faut renforcer cela et c'est pour moi ma vision pour aller vers l'union. J'admets et j'accepte qu'il y a d'autres points de vue qui disent non, on peut faire l'Union africaine déjà depuis le sommet. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais je pense qu'il faut... Donc c'est un long cheminement. C'est un long cheminement qu'il faut accepter. Et il faut suivre l'exemple de l'Union européenne. D'abord c'était un pôle charbon-acier, puis CE, puis Union européenne. Et maintenant, ça s'élargit au point d'aller maintenant vouloir... vers l'Ukraine. Vers l'Ukraine. Que ça pose des problèmes. Oui, ça pose des problèmes. Et le diplomate vous parle maintenant. Oui. Et justement, on est en Ukraine, la guerre en Ukraine. Quel est votre avis? L'Ukraine est agressée par la Russie. Mon avis, si vous laissez la propagande des uns et des autres, l'Ukraine a été très imprudente d'accepter en son sein des installations américaines sous couvert de l'OTAN et tout ça, qui menaçaient directement l'intérêt et la sécurité de la Russie. Rappelez-vous en 1962, quand les Russes ont voulu installer une base à Cuba. Ouais. À la baie des Cochons. La baie des Cochons. Ouais. Et vous voyez,
ce qui s'est passé. Et je suis d'accord avec ce que Kennedy a fait en 62 et je suis d'accord avec ce que Poutine fait en ce moment en Ukraine. Certes, alors, moi, ce que il a envahi. Ouais. C'est une invasion. Ouais, et il y a des morts, il y a des destructions. Il y a des morts. Hein? Mais la sécurité de la Russie ne se négocie pas. Alors, moi, j'ai envie de... la souveraineté, la sécurité du Sénégal ne se négocie pas. Vous voyez le président Macky Sall, son attitude vis-à-vis de Yahya Jammeh, c'est ce qu'il fallait. Ouais. Et c'est ce qu'il faut. Et il ne faut pas admettre que dans les pays voisins, il y ait des poches hostiles à l'égard du Sénégal. Justement, on va arriver à la visite du président Macky Sall en Russie. Il a prévu également d'aller en Ukraine. Quand ce conflit a explosé en février dernier, ils ont été nombreux, les Africains, à dire il faut enfin que l'Afrique se fasse entendre et dise son mot. Comment est-ce que vous avez apprécié la visite du président Macky Sall en tant que président de l'Union africaine à M. Poutine? D'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous saviez que nous dépendions tellement de l'Ukraine, de la Russie? Ça, on ne le savait pas. On ne savait pas. Ouais. Et donc, il y a un problème. C'est l'interdépendance et dans la paix. Ça ne peut se faire que dans la paix. Et le président Macky Sall a pris une initiative qu'il faut saluer. S'il va y avoir demain quelques mouvements dans le sens d'une liberté de commerce et tout ça, ce sera grâce à ce voyage du président Macky Sall. Je pense que c'est peut-être l'occasion pour l'Afrique de faire une réflexion commune sur notre autonomisation de notre nourriture de base. Ouais. Alors justement, ils sont nombreux les Africains à dire que c'était bien cette initiative prise par le président Macky Sall, mais est-ce qu'avant, en tant que président de l'Union africaine, il ne lui revenait pas de convoquer par exemple ses pairs à un sommet sur l'industrialisation, la transformation des matières premières, notamment les produits agricoles? Le président Macky Sall est un réaliste. Hein? Oui. Il allait dans l'urgence. Il a préparé depuis longtemps sa présidence à lui. Et ce n'est pas des réunions de cette nature, certes très spectaculaires, hein, mais qui ne riment à rien. Ça va aboutir à des résolutions. Professions de foi. Des professions de foi qui seront oubliées dès qu'on aura pris l'avion pour rejoindre son pays. Alors, si le président Sall veut marquer sa présidence de cette façon, il échouera. Il a un chronogramme, qu'il suive son chronogramme et qu'il passe le relais après. Mais ce qu'il a fait jusqu'à présent est très bien. Mais n'empêche que le problème demeure, le problème de la transformation des produits agricoles. Je vous ai dit que moi, quand j'étais ministre du Commerce, j'ai été le premier ministre du Commerce à prôner le consommer local. Ça commence par ça. Transformons ce que nous produisons localement. Et vous verrez, j'avais pris un exemple. J'avais dit à l'époque, si au Sénégal on faisait comme les chrétiens, vendredi maigre, et nous décidons que chaque vendredi maintenant, ou chaque dimanche, nous allons manger uniquement sénégalais. Pas de riz importé, pas de ceci, pas de cela, mais tout ce qui est produit. Et j'avais dit qu'à l'époque, et ce n'était pas encore la dévaluation, au bout d'une année, on aurait fait
une économie de 4 milliards de francs CFA. Je n'ai pas été suivi, comme je vous ai dit. On a vite fait de supprimer le ministère du Commerce parce que Seydina Omar Sy était dangereux. Voilà. Comment vous avez ressenti ça? Regret, mais je n'étais pas habité par des sentiments de frustration, d'amertume et tout ça, comme on m'avait donné le ministère des Affaires étrangères. Et il y avait la possibilité de reprendre voilà. La même préoccupation. Exactement, exactement, exactement. Revenons donc aux affaires étrangères. Quels sont les grands problèmes que vous avez eu à régler? Vous avez parlé tout à l'heure des relations difficiles à un moment entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais c'est sûr que Dakar, en tant qu'ancienne capitale de l'AOF, eh bien, Dakar a dû jouer par votre biais un certain nombre... Écoutez, le président Abdou Diouf a aussi été président de l'UR, enfin l'Union africaine. À l'époque, il y avait se posait le problème de la dette. Mais les créanciers ne voulaient même pas entendre parler de ça. Ils ne voulaient même pas en discuter avec nous. C'est grâce au président Abdou Diouf que ce problème a été débloqué et que c'est devenu maintenant un fait banal dont on parle tous les jours. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les créanciers? Les créanciers ont dit, vous nous devez, vous nous payez. Point. Et ils étaient dans leur droit. Mais le président Abdou Diouf a beaucoup travaillé et a beaucoup servi, pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique et tous les pays endettés du monde. Enfin, il faut le reconnaître. Hein. C'est pas parce que c'est mon ami. Non, on s'aime bien. On était à l'école ensemble, au lycée, jusqu'à la fin, tout ça. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Je sais aussi qu'il a beaucoup de respect pour moi. Dans ce qu'il fait en tant que gouvernement, il n'est pas tenu de répondre pour dire pourquoi j'ai enlevé ces noms, si, pourquoi c'est ça. Il le sait, mais il veut la paix. C'est un homme de paix. Quand il y a quelque chose qui peut le déranger dans sa vie tous les jours, bon, il préfère la paix. Et quels sont les arguments qu'il a fait valoir face à ces créanciers-là qui voulaient étouffer justement les pays africains? Et d'ailleurs, le problème demeure. Hein. Le problème demeure, oui. Mais tant qu'on ne sera pas revenu à ce que Senghor appelait la détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire que plus nous produisons et moins notre marchandise vaut. Et tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la détérioration des termes de l'échange, on n'ira pas loin. C'est ce que j'ai essayé modestement, avec l'appui du président Abdou Diouf d'ailleurs, et de Senghor, que j'ai essayé modestement de faire valoir dans les premiers temps des accords Afrique, ACP et CE avec le STAMEX, qui était une façon de stabiliser ou de compenser en tout cas les pertes dues à un commerce totalement inéquitable. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la mondialisation, nos pays sont devenus des passoires. La mondialisation qui recueille tout ce qui vient d'ailleurs. C'est des fumistes. Ouais. La mondialisation, c'est un ordre qu'ils ont créé et simplement pour saupoudrer leur action qui n'a pas changé. Il faut maintenir l'Afrique dans un état de dépendance et qu'on change de vocabulaire. Si ça peut leur faire plaisir, ils le feront. Mais l'ordre mondial est plus injuste que jamais. Alors, comment ça se passait à votre temps
au niveau des discussions, parce que vous avez dit que la négociation, c'est quelque chose d'important. Comment est-ce que vous êtes parvenu à discuter d'égal à égal avec les représentants des pays dits développés? D'abord, il faut être sans complexe. Il faut faire savoir que la formation qu'ils ont eue, vous l'avez eue. Des fois en mieux. Parfois en mieux. Et il faut aussi avoir la sympathie de son interlocuteur. Hein. Ouais. C'est cela qui peut être amené à comprendre ce que tu veux et le but que tu recherches. Parce que toi, tu sais ce qu'il se recherche aussi. C'est ça le problème de la diplomatie. Il faut essayer de savoir ce que veut la partie qui est en face de toi, ce que la partie en question peut accepter et la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. La diplomatie, c'est tout cela. Et une fois que vous savez ça, et qu'ils vous connaissent aussi, parce que c'est en dehors des réunions que ces liens peuvent se tisser. Dans les cocktails, moins dans les cocktails, mais dans les dîners, que vous arrivez à vous apprécier mutuellement, à vous connaître et à vous estimer mutuellement. Et à débloquer les situations. Et à débloquer les situations. Alors, l'Afrique de l'Ouest est une région de l'Afrique qui a connu et qui connaît de nombreux coups d'État avec des difficultés politiques, des crises politiques. Vous avez eu certainement à intervenir dans certains pays ou bien entre le Sénégal et certains autres pays. Non. À l'époque, on n'avait pas ces problèmes-là. Comme le Mali actuel, le Burkina et... On a eu la série de coups d'État au Bénin, au Togo. Au Togo. Oui. Non, au Togo, il y a eu un. Oui. Au Togo. Au Nigeria. Ouais. Au Nigeria, il y en avait. Ouais. Bon. Au Ghana aussi, hein. Bon, donc ça fait... Oui, mais au Ghana, Rollins a fait le boulot. Hein. Il a fait le boulot. C'était dur, mais il a fait le boulot et le Ghana, j'espère, est entré dans une zone de tranquillité. Hein? Tandis que les pays en question aujourd'hui, bon, vous savez, avant l'arrivée de Ibeka au pouvoir au Mali, l'armée malienne fuyait devant les rebelles. Et c'est à cause de cela d'ailleurs qu'ils ont fait appel à la France pour venir les aider. Au temps de Ibeka, on les tuait, mais ils ne fuyaient plus. Ils ne fuyaient plus. Mais malheureusement, je crois que avec ces maladies et tout ça, on constate maintenant a priori que il n'y avait pas la prise en charge de ces événements qu'il fallait. Bon, ce qui est arrivé, et il faut le déplorer. Mais comment on peut arriver à un dialogue positif quand, par exemple, le Niger attaque ouvertement, verbalement en tout cas, le Mali? Est-ce que vous pouvez parler de solidarité dans ces conditions entre Niger, Mali, Burkina alors qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Hein? Et voilà, donc nous sommes dans une situation qui n'est pas facile du tout. Alors, si on vous nommait médiateur, comme ça se fait de temps en temps quand il y a des difficultés, médiateur dans cette région, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, par exemple? Je vous assure, hein, à 85 ans, j'ai d'autres soucis que de m'impliquer dans ces histoires terrestres. Mais une mission de paix, une mission pour ceci, pour cela. Enfin, mais vous en avez eu à mener ce genre de négociation? J'ai eu à mener un jour,
j'étais dans ma voiture, on me téléphone et on me dit, le président Wade doit vous voir. Je dis, le président Wade, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? À 22h. Moi, généralement, depuis que je suis étudiant, 22h, je suis couché. Bon, mais je suis allé. Il me dit, je vais vous confier une mission. Bon, vous n'étiez plus ministre Ah non, rien du tout. Rien du tout. Ouais. Déjà, bon, rien du tout. Donc, il m'a désigné d'ailleurs comme représentant dans le conflit au Zimbabwe et tout ça. Il était là-bas. Et une autre fois, il m'a envoyé dans 2 pays voisins que je ne nommerai pas parce que même ma femme ne sait pas où est-ce que je suis allé. Je lui ai dit simplement que je dois aller en mission. Elle ne sait pas. Et donc, Wade jouait à l'interne et en souterrain, en sous-marin, on dirait, un rôle non négligeable. Et même si sur d'autres plans, il n'était pas le personnage le mieux qualifié pour faire l'unité africaine parce qu'il les traitait tous d'issus de coups d'État et tout ça. Et quand même, quand tu me traites de profiteur de coups d'État et tout ça, j'ai plus envie de tellement collaborer avec toi. Non, mais ça, c'est Wade. Hein. C'est le paradoxe de Wade. Et comment ça s'est soldé, ces missions qui vous ont été confiées? Ces missions, bien. Secrètes. Ouais. Oui, mais... Il s'agissait de régler... Oui, je dirais pas. Je dirais pas. Mais ça s'est bien passé. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qui a joué? Quelle est la qualité que vous avez fait jouer qui a fait basculer les choses dans le bon sens? Dans un des pays, j'étais connu par le chef d'État. Quand j'étais ambassadeur, il a dîné chez moi. Dans l'autre pays, c'était l'autre pays qui était demandeur d'une aide du Sénégal. C'est tout ce que je peux vous dire, je ne peux pas aller plus loin. Oui. Alors, j'ai envie de savoir, et je pense qu'ils sont nombreux, hein, dans notre public, à partir de quoi on décide que dans tel pays, on installe une représentation diplomatique? Suivant les intérêts économiques ou suivant l'implantation de ses ressortissants dans ce pays. Vous savez, le Sénégalais, partout où vous allez dans le monde... il est partout. Hein? Il est partout. Il est partout dans le monde. Oui. Et dire au ministre des Affaires étrangères, tu vas t'occuper de ça, etc., avec ses missions régaliennes, c'est un peu lourd. Donc, c'est une bonne chose que de le faire assister par un ministre ou un secrétaire d'État ou un ministre d'État ou un ministre délégué chargé des Sénégalais de l'extérieur. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est des choses dont il faut s'occuper tout le temps. Et quelles sont les représentations que vous avez ouvertes? Vous avez convaincu le président en lui disant, bon, on doit ouvrir ici, on doit ouvrir là. Quelles sont les plus marquantes de votre période? Non, ça, c'est le président qui te dit, je vais ouvrir dans tel endroit. Vous ne lui suggérez pas... Non? Non. L'inverse, c'est pas possible, non? Parce que tu es là pour appliquer la politique définie par le président de la République. Ouais. Tu peux influencer son choix, mais sur ce plan précis, non, c'est lui qui te dit, je vais ouvrir dans tel pays, dans mon cas. Ah ouais. Et il y a des pays où il n'y en a pas du tout. Et quand c'est comme ça, comment ça se passe? Comment les relations avec ce pays? Il y a d'abord une façon, peut-être pas toujours satisfaisante, de l'accréditation multiple. Tu es basé à Dakar, mais on te dit que tu es aussi accrédité en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée, etc. Résident. Alors, c'est une façon, ce n'est pas la plus efficace, mais cela traduit les bonnes relations entre les deux chefs d'État, mais ne traduit pas toujours
les relations commerciales très fortes ou politiques très fortes. Mais ça traduit des relations personnelles très fortes entre les deux chefs d'État. Alors, à votre temps, j'allais dire, quelle est la préoccupation la plus importante qui vous était dévolue par rapport à un certain nombre de pays? Non, je n'ai pas eu de consigne particulière, mais dans le discours à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies, tu brossais la position de ton pays sur tous les problèmes qui se posaient. Et tu donnais le point de vue du chef de l'État. Et dans votre cas, c'était lequel? Dans votre cas oh non, non, dans la période pendant laquelle vous avez exercé? Non, c'était... Quelles étaient les plus grandes préoccupations? Vous avez parlé tout à l'heure du nouvel ordre le nouvel ordre mondial, bien entendu. Ouais. Tu ne peux pas le condamner comme ça. Mais dans la pratique du nouvel ordre mondial, tu sens que c'est un changement de vocabulaire, c'est tout, ça s'arrête là. Et ça, c'est important. Et à l'ONU, malheureusement, l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir exécutif. Le Conseil de sécurité peut prendre des résolutions qui sont obligatoires. Mais l'Assemblée générale, non. Et c'est à l'Assemblée générale qu'on est les plus nombreux. Et je crois que c'est une des batailles du président Macky pour la représentation de l'Afrique au sein de l'ONU. On va voir ce que ça va donner, mais ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Ils ne veulent pas, les 5 actuels là, ne veulent pas quitter leurs privilèges. C'est ça la vérité. Vous pouvez être 15 au Conseil de sécurité, mais les 14 sont pour quelque chose. Un pays qui est doté du pouvoir de veto vote contre. Il bloque tout. Ouais. Il bloque tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... Là aussi, on entend le cri des Africains qui attendent que l'ONU soit réformée et que les choses soient un peu plus équilibrées, alors que bon nombre de pays africains, là-bas, à l'ONU, ont des tuteurs. Et pourtant, vous êtes obligé... Un pays égale un autre pays. Exactement, ça c'est à l'Assemblée générale. Et vous êtes obligé, pour faire entendre tout ça, de passer par le Conseil de sécurité et vous vous heurterez toujours au problème du veto. Problème du veto. Alors c'est ça qui est le problème important dans la diplomatie. Ils vous diront, ah oui, vous avez raison, on va réformer. Ils ne bougeront pas d'un pouce. Quand je dis ils ne bougeront pas d'un pouce, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Angleterre, c'est la France. Ils ne bougeront pas d'un pouce. Et tous les autres, la centaine de pays, ne peuvent rien faire pour faire bouger les choses. Dans l'état actuel de la charte, non. Il faut négocier et négocier et négocier. C'est ce que je vous disais, ça c'est notre deuxième mission. Négocier, négocier, négocier. Et peut-être il y aura une ouverture à un moment donné et on pourra profiter de ça, mais pour le moment, non. Les jeunes générations poussent, veulent que les pays africains soient reconnus, veulent que les produits africains soient mieux valorisés, etc. Et il y a des bombes sociales dans pratiquement tous les pays africains. Quelle est votre lecture de cette situation-là? Ma lecture, je suis peut-être dur, mais c'est le signal d'un échec des politiques menées jusqu'à présent par nos gouvernements, de retenir notre jeunesse et de lui donner du travail sur place. Parce que s'ils ont du travail sur place, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Et le problème est que jusqu'à présent, on n'y est pas parvenu. Je ne nie pas les efforts qui sont faits. C'est un manque de volonté? Ah non. Ils ont peut-être la volonté de faire, mais
ils n'ont pas la capacité de faire. C'est tout. Comment faire sauter les verrous? Non, mais je pense que c'est une entreprise de longue haleine. Et bon, dans nos régimes, la plupart du temps, les gens, les mandats sont fixés à 2 maximum. Honnêtement, en 10 ans, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez entamer des choses. Est-ce que vous êtes sûr que celui qui va venir après vous va suivre la même direction? Non. Il a ses propres priorités. Et c'est un problème qui se pose à nous. Mais ça aussi, ça vient de ce que les pères fondateurs que vous avez pratiqués s'étaient installés dans le temps et bon, ça crée un certain nombre de difficultés également. Moi, ça me pose problème, les 2 mandats. Ouais. Mais il y a d'autres problèmes qui font que je dis c'est encore un moindre mal. Tant que en amont, on n'aura pas réglé tous les problèmes que nous connaissons maintenant au Sénégal, les parrainages, parité, etc., etc., tant que tout ce plan ne sera pas réglé et définitivement, on ne pourra pas aller à des élections apaisées. Il faut un consensus. Il faut un consensus sur ça. Mais moi, je ne trouve pas antidémocratique qu'un président, tant qu'il a la faveur de son peuple, reste. Regardez Merkel, regardez Margaret Thatcher, regardez. À part les États-Unis et la France, il n'y a aucun pays qui applique la règle des 2 mandats. Aucun. Il n'y a que la France et les États-Unis. Mais ça, c'est venu pour régler le problème des mandats indéfinis également. Mais tant que tu as la faveur du peuple. Et ça aussi, c'est un autre problème. Mais c'est un autre problème. Merkel a eu 15 ans, la faveur. Mais dans Margaret Thatcher également. Dans des conditions saines, claires et nettes. Vous venez de mettre le doigt sur le problème. Des conditions saines et claires. Et ça, c'est pas toujours évident dans les pays africains. Exactement. Mais sinon, la démocratie veut que si vous avez la faveur du peuple, vous continuez. Quand on dit votre nom dans Dakar, eh bien, tout le monde s'incline avec beaucoup de respect. Bon, c'est pas toujours évident de parler de soi, mais c'est dû à quoi? Je remercie Dieu. C'est d'abord que je respecte tout le monde. Ouais. Et c'est ce qui fait que tout le monde me respecte. Ouais. C'est vrai que peut-être que le jugement qu'on porte sur les interventions que j'ai eu à faire quand j'étais aux affaires, que ce soit comme ambassadeur, que ce soit comme ministre, ces jugements sont positifs. Ça me touche. Même ces temps-ci, quand je vais en ville, je rencontre des gens qui me disent « Ah, en tout cas, vous, on n'est pas fâché contre vous. » Et les gens seraient bien avisés de vous avoir comme conseiller. Et ça vous arrive de donner quelques conseils Ah non, honnêtement, je suis détaché des choses de la vie. Complètement. Complètement. Et vous direz bonjour à Makhtar Sylla. Je suis plus âgé que lui, mais c'est mon jumeau. Parce que son premier pèlerinage et mon dernier pèlerinage ont coïncidé. Donc on s'appelle jumeau, enfin dans la pratique sénégalaise. Au Messias, ce Messias. Quand il faisait son premier pèlerinage, je faisais mon dernier pèlerinage. Donc c'est un peu ça. Et je pense aussi que il faut avoir une règle de vie. Et cette règle de vie commence d'abord par se respecter soi-même et respecter l'autre. Ça, c'est très important. Quelles que soient les convictions politiques, religieuses, philosophiques des uns et des autres. Moi, je suis musulman et je l'assume. C'est tout. Et vous êtes profondément croyant. Ah oui. J'ai envie de dire que vous avez décollé du sol. Décollé, non, mais je vis les réalités
d'aujourd'hui, mais je suis persuadé que il n'y a que les bonnes actions qu'on a faites ici qui compteront demain. Voilà. On a envie aussi de savoir, puisque de plus en plus maintenant de femmes sont engagées en diplomatie, et on a des femmes, j'allais dire, ambassadeurs avec eux ou ambassadrices? Non, normalement, l'ambassadrice, c'est l'épouse de l'ambassadeur. Ah ouais, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Ouais. L'ambassadrice, c'est l'épouse de l'ambassadeur, et les femmes qui ont atteint ce niveau pour être nommées à ce poste très important sont des ambassadeurs. Appelez-les ambassadeurs RS ou ambassadeurs RE comme au Canada, RES, peu m'importe. Mais si on veut suivre la pratique orthodoxe, l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur, et celle qui occupe les fonctions de chef de poste de mission quelque part, et ambassadeur, quel que soit son genre, féminin ou masculin. Autre chose aussi qu'on a envie de savoir, c'est l'ambassade par rapport au consulat. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez parlé tout à l'heure des secrétaire d'État ou ministre délégué ou justement chargé des Sénégalais de l'extérieur. S'il n'y a pas la cellule qui s'occupe des Sénégalais dans un rayon donné, dans un pays extérieur, c'est les consuls. Ils sont consuls envoyés par le pays, donc payés par le pays, ou alors ils sont consuls honoraires. C'est des gens qui ont beaucoup de sympathie pour le Sénégal, par exemple, et qui aiment le Sénégal, qui veulent investir et qui sont disposés à prendre en charge certaines tâches de protection et administrative pour les Sénégalais qui vivent dans leur circonscription. Et il se trouve que le consul, il jouit d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'ambassadeur, non? Indépendance, non. Mais ils ont des tâches différentes. Le consul s'occupe des Sénégalais, mettons, installés en France. Il dépend de l'ambassadeur? Dépend, non. 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 Il a son autonomie sur ce plan-là, mais ils doivent travailler en bonne entente. Voilà. C'est ça. Alors, monsieur Seydina Oumar Sy, nous sommes en train de boucler notre émission. On a été très heureux de nous frotter un peu à vous aujourd'hui, de tirer de vous quelques-uns des éléments de votre riche et longue carrière. Et nous sommes heureux d'avoir été accompagnés de quelqu'un qui est, j'allais dire, d'une personnalité très appréciée au Sénégal. Merci beaucoup. Ouais. Et merci beaucoup également à vous d'être resté en notre compagnie. Nous étions en compagnie de monsieur Seydina Oumar Sy, ancien ministre des Affaires étrangères, qui nous a entretenus sur les relations internationales, les relations, la représentation d'un pays à l'étranger, et je pense que nous avons été richement instruits. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et à bientôt. À bientôt.